Chaque heure, des géants d'acier prennent la mer. Pétroliers, plateformes de forage, paquebots de croisière. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui maintient ces monstres en place au milieu de l'océan? Ce sont des chaînes. Pas des jouets, non. Des chaînes où un seul maillon pèse une demi-tonne et supporte une charge équivalente à 3 Boeing 747. Mais comment crée-t-on un serpent de métal de 400 mètres de long qui ne craint ni la glace ni la tempête? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les ateliers les plus ardents. La soudure par étincelage qui tient plus de l'explosion que de l'assemblage. Et le secret que recèle chaque maillon. Restez jusqu'à la fin. Vous verrez ce qui reste habituellement derrière les portes closes de l'usine. Tout ne commence pas dans l'atelier de forge, mais à l'aciérie, où, à partir de minerais et de ferraille, on coule un acier allié très spécial. Ce n'est pas un métal ordinaire. Pour produire des chaînes capables de supporter des milliers de tonnes, il faut un acier de la plus haute qualité, capable de résister non seulement à la traction, mais aussi à la rupture fragile, à des températures extrêmement basses des eaux arctiques et à une corrosion incessante. Après la fusion et l'analyse de la composition chimique, l'acier est coulé dans des moules d'où sortent d'imposants lingots cylindriques. Ces lingots, encore chauds, passent dans des laminoirs qui, avec une force incroyable, compriment et étirent le métal, le transformant en longues barres d'acier de section ronde. Le diamètre de ces barres peut atteindre plus de 200 mm. C'est l'épaisseur du tronc d'un arbre adulte. Après refroidissement, elles sont coupées en tronçons de longueur définie. Chacun de ces tronçons est un futur maillon de la chaîne titanesque. L'atelier de production est le royaume du feu et du métal. L'air y est saturé du vrombissement des machines et de l'odeur âcre de l'acier incandescent. C'est ici que se produit le processus magique de transformation d'une barre droite en un maillon courbé et fermé. D'abord, la barre d'acier entre dans la gueule infernale d'un four à induction. En quelques minutes, un puissant champ électromagnétique la chauffe à 1200 degrés Celsius. Le métal devient plastique et malléable, rougissant jusqu'à prendre une couleur cerise éblouissante. Ensuite, la barre chauffée est immédiatement acheminée vers une presse à cintrer. Des manipulateurs hydrauliques, avec une aisance qui semble impossible pour une telle masse, la plient autour d'un mandrin spécial, lui donnant sa forme caractéristique en U. Vient alors le moment clé, qui distingue la création d'une chaîne de tout autre processus. L'ébauche en U, encore chaude, est enfilée à travers le dernier maillon déjà terminé et refroidie de la future chaîne. Ainsi, les maillons sont assemblés les uns aux autres, formant un fil de métal continu. Après quoi, les extrémités de l'ébauche en U sont rapprochées et fermement serrées dans les mâchoires de cuivre géantes de la machine à souder. Le processus de soudage par étincelage commence. Un courant électrique d'une intensité énorme traverse le point de contact. Le métal au point de jonction fond instantanément, accompagné d'un éclair aveuglant et d'une gerbe d'étincelles. À ce moment, une presse hydraulique, avec une force de plusieurs centaines de tonnes, comprime les extrémités fondues, les fusionnant littéralement au niveau moléculaire en un tout unique. Au niveau de la soudure, se forme un surplus de métal, la bavure, qui est immédiatement cisaillée par des outils spéciaux pendant que le maillon est encore chaud. Le maillon fraîchement soudé n'est pas encore prêt pour les épreuves. Pour lui conférer une résistance maximale, il faut le tremper correctement. Alors que le maillon conserve encore une température élevée après la soudure, on y insère une entretoise spéciale au centre.
Cette pièce transversale ne donne pas seulement au maillon une rigidité supplémentaire, mais, ce qui est le plus important, elle empêche sa déformation et son enchevêtrement pendant l'exploitation. Après l'installation de l'entretoise, la chaîne entière ou ses sections de plusieurs dizaines de mètres subissent un traitement thermique. On la chauffe à nouveau à une température précisément définie, puis on la refroidit brusquement dans un immense bassin d'eau. Ce processus, connu sous le nom de trempe, rend l'acier extrêmement dur, mais aussi cassant. Pour éliminer cette fragilité et donner au métal la ténacité nécessaire, la chaîne est de nouveau chauffée, mais à une température plus basse et laissée à refroidir lentement à l'air libre. Cette étape s'appelle le revenu. Le résultat est un équilibre parfait entre dureté et ductilité. Aucun maître de cette chaîne gigantesque ne quitte l'usine sans avoir passé une série de tests des plus rigoureux. C'est la garantie qu'elle ne faillira pas au moment critique. D'abord, toute la chaîne est soumise à un test de charge d'épreuve. Elle est fixée dans une machine d'essai spéciale, un banc hydraulique géant de plusieurs dizaines de mètres de long. La machine commence à étirer la chaîne avec une force qui dépasse largement sa charge de travail nominale. Pendant ce processus, chaque maillon, chaque soudure, subit une contrainte colossale. Les inspecteurs examinent attentivement la chaîne à la recherche du moindre signe de déformation ou de micro-fissure. Mais le test le plus spectaculaire est l'essai de rupture. On prélève un échantillon de quelques maillons de la chaîne finie. On le place sur le même banc et on le tire jusqu'à ce qu'il se brise. La force enregistrée au moment de la rupture doit être plusieurs fois supérieure aux exigences minimales des normes. Le fracas assourdissant du métal qui se déchire n'est pas le signe d'un échec, mais la meilleure preuve de la qualité et de la fiabilité de tout le lot. Après les tests mécaniques, chaque maillon est inspecté par ultrasons et par magnétoscopie pour détecter d'éventuels défauts internes cachés. Ce n'est qu'après avoir passé avec succès toutes ces étapes que la chaîne reçoit son certificat de qualité et est prête à être expédiée. Chargée sur un transport, elle ressemble à un serpent d'acier endormi, prêt à commencer son service silencieux dans les profondeurs de l'océan, maintenant fermement en place les plus grandes créations de l'homme. Pour les chaînes de la plus haute catégorie, cette charge peut dépasser 1000 tonnes. Cela signifie qu'on étire la chaîne avec une force équivalente au poids de 3 Boeing 747. La charge de rupture minimale, c'est-à-dire la force à laquelle la chaîne est garantie de ne pas se rompre, pour de tels produits, dépasse souvent 1500 tonnes. C'est une force capable de maintenir en suspension un train entier de marchandises chargées de charbon. Derrière chaque maillon géant se cache un univers de chiffres impressionnants qui aident à prendre conscience de la véritable échelle et de la puissance de ces produits. Un seul et unique maillon de chaîne d'encre de la plus haute catégorie, destiné aux grands navires ou aux plateformes pétrolières, peut avoir un diamètre de barre d'acier de plus de 200 mm. Le poids d'un tel maillon dépasse facilement les 500 kg. C'est plus que le poids de 3 ou 4 hommes adultes ou d'un petit piano à queue. Cependant, les chaînes ne se mesurent pas à la pièce, mais par section. Une section marine standard, appelée maillon, en langage maritime, mesure 27 mètres et demi de long. La chaîne d'encre complète d'un super pétrolier ou d'une unité flottante de production, de stockage et de déchargement de pétrole peut être composée de 12 ou 15 de ces maillons, atteignant une longueur totale de plus de 400 mètres. Son poids total dépasse alors facilement les 200 ou 250 tonnes, ce qui est comparable au poids de 2 baleines bleues adultes.
Chaque année, dans le monde, plus d'1,5 milliard de tonnes d'acier sont coulées. Mais seule une infime partie de cette masse se transforme en véritables géants. Des arbres de transmission longs comme un bus et lourds comme un char d'assaut, capables de faire tourner des turbines, de propulser des navires et de résister aux assauts des éléments. On ne les emboutit pas, on les forge, on les trempe et on les polit avec une précision au dixième de millimètre près. C'est une histoire de puissance, de feu et d'acier domptée par l'homme. Mais le plus fascinant n'est pas dans le processus. Il y a un détail qui n'est mentionné dans aucune fiche technique. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez pourquoi même l'acier le plus résistant finit parfois par céder. Tout ne commence pas sur une machine-outil, mais dans un atelier de fusion, là où le métal n'est pas encore de l'acier, mais juste une idée, une lueur ardente au-dessus des creusets. Les arbres pour turbines ou hélices ne sont pas faits de n'importe quoi, mais uniquement d'acier allié à haute résistance, où tout est calculé. Le nickel pour la ténacité, le chrome pour la solidité, le molybdène, pour qu'il ne frémisse même pas sous des rotations folles. Le métal est chargé dans le four, chauffé à 1600 degrés Celsius, et il fond, lourd, dense comme du magma. Toutes les impuretés, scories, gaz, microdébris, sont impérativement éliminées. Après la fusion, le métal est coulé dans des moules. Mais ce n'est pas encore la pièce finie, juste un lingot, épais, brut, comme une billette qui pèse parfois de 20 à 100 tonnes, selon sa future destination. Cette ébauche retourne au feu. Elle est chauffée dans un four de forge, à une température d'environ 1250 degrés, jusqu'à ce que l'acier devienne d'un jaune éclatant, presque blanc, mais pas encore liquide. Dans cet état, il est malléable comme une pâte fraîche, mais son poids, lui, ne disparaît pas. Plusieurs dizaines de tonnes de masse incandescente que l'on ne peut pas pousser avec une pelle. La future ébauche est extraite par un pont roulant et la préparation au forgeage commence. Et c'est alors que le futur arbre se retrouve sous une presse hydraulique. Une presse de 20 000 tonnes de pression, parfois même plus. Sous la presse, la masse commence à s'étirer, à se compacter, à passer d'un simple lingot à une forme fonctionnelle. Les ouvriers surveillant la température, les axes, les fissures qui pourraient anéantir toute la pièce. Ici, personne ne se presse. Le temps et la force doivent travailler de concert. Chaque compression est un jeu avec la plasticité. La presse réorganise la structure granulaire de l'acier, la renforce le long de l'axe, lui ajoute de la ténacité, de l'endurance. Car cet arbre ira ensuite dans une turbine qui fonctionne sous des charges allant jusqu'à 600 tours par minute et un vent de plus de 90 km par heure, ou sur une hélice qui doit propulser un navire à travers les tempêtes. Quand l'arbre est déjà forgé et a un peu refroidi, commence l'étape sans laquelle il ne résistera pas au vent, ne supportera pas le couple de l'hélice, ne survivra pas aux charges de torsion. Il faut le tremper. Chaque arbre représente des dizaines de tonnes d'acier, et la température en son cœur baisse plus lentement qu'à l'extérieur. C'est pourquoi on le réchauffe d'abord entièrement à nouveau, jusqu'à près de 1000 degrés, parfois plus, selon la nuance de l'acier. C'est l'austénitisation. La structure du réseau cristallin change. L'acier devient plus homogène, prêt à encaisser les chocs et les charges à venir. Ce réchauffage dure des heures, parfois plus d'une journée. La température est maintenue stable dans des fours plus grands qu'un garage de bus, avec un pupitre de commande qui ressemble davantage à la salle de contrôle d'un réacteur. Là, on contrôle chaque degré, car en cas de surchauffe ou de saut de température, l'arbre se déformera et il n'ira ni dans une turbine, ni sur un navire.
Après le chauffage, la trempe. Un refroidissement brutal. L'arbre géant est soulevé par des grues et des chaînes au-dessus d'un bain d'eau ou d'huile, et parfois de solutions polymères. Le métal, chauffé à blanc, plonge en sifflant dans le bain. De la vapeur s'échappe de la surface, et le bruit est tel qu'on ne survivrait pas sans bouchon d'oreille. La température chute de 900 à 100 degrés en quelques minutes, et tout change dans l'acier. Une structure martensitique apparaît, dure comme l'os, prête à encaisser la charge. Mais elle est fragile. Et pour supprimer cette rigidité excessive, on procède ensuite au revenu de l'arbre. C'est l'étape suivante. Une température d'environ 550 degrés, parfois plus. Ici, la structure se stabilise, les tensions diminuent, l'âme du métal s'apaise. Ce processus se déroule lentement, jusqu'à 24 heures, selon les dimensions. L'arbre se transforme progressivement en un équilibre de solidité et de plasticité, en un véritable muscle de métal. Après le traitement thermique, l'arbre est déjà une force, mais une force brute, pas encore domptée. À l'extérieur, il est noir, couvert de calamine. Sa surface ressemble à la peau d'un dragon, irrégulière, avec de petites cavités par endroits, des éclats de brillance ici, des traces de suie là. On ne peut pas le monter tel quel dans une turbine ou sur une hélice. Il faut l'amener à la précision, à un éclat de miroir, au micron près. On commence par un usinage grossier. L'énorme arbre, qui pèse autant qu'un char, est placé sur un centre de tournage fraisage, mais pas n'importe lequel. Ici, la machine ressemble plus à une structure souterraine. Un bâti avec un guide massif, un chariot de la taille d'une armoire, un mandrin qui fait tourner des pièces de plusieurs dizaines de tonnes. Et quand ce chariot touche le métal, des étincelles jaillissent, des copeaux volent, et le bruit est tel qu'on l'entend jusqu'au toit. On ne polit pas qu'une seule fois. Après le tournage grossier, vient le fraisage des zones d'ajustement, des trous pour les clavettes, des brides, des rainures. Ici, on ne mesure pas à l'œil nu. Des lasers, des scanners 3D, des micromètres, des capteurs spéciaux qui détectent des écarts de l'ordre du dixième de millimètre. Quand la forme est déjà définie, vient le plus délicat, le polissage de finition. La surface est frottée jusqu'à ce qu'elle commence à briller comme du mercure. Des cylindres abrasifs tournent à grande vitesse, avec un système de refroidissement. Pendant le travail, la température atteint encore 150 degrés, mais elle est contrôlée, dans des limites qui ne perturberont pas la structure. Parfois, selon les exigences du client, on ajoute un rechargement laser ou un chromage pour protéger de la corrosion ou de l'usure. C'est particulièrement important pour les arbres marins, car là-bas, le sel, l'humidité, la pression ne pardonnent pas la rouille. À la fin, l'arbre subit un équilibrage dynamique. On le fait tourner à haute vitesse, 600 ou 800 tours par minute, selon le modèle. Des capteurs enregistrent les micro-vibrations et des spécialistes ajoutent ou enlèvent des grammes de métal là où c'est nécessaire. Pour qu'en service, l'arbre file droit comme une flèche, sans battement, sans vibration. Au final, ce qui n'était il y a quelques semaines qu'un morceau de métal incandescent est maintenant un axe de rotation parfaitement ajusté qui ira dans une éolienne, dans le propulseur d'un navire ou dans un géant industriel. Lisse, miroitant, avec un poinçon de qualité et un numéro de série, il attend son voyage vers la mer, la steppe, ou là où une force de rotation précise est requise. L'arbre est prêt. Il brille, pèse plusieurs dizaines de tonnes et est long comme un bus de ville. Mais il faut encore le livrer
là où il deviendra le cœur d'une turbine ou l'hélice d'un navire. Pour cela, on fait appel à l'artillerie lourde, des plateformes à 12 ou 20 essieux, une grue de 300 tonnes, une escorte, une autorisation de circulation et même le démontage de lignes électriques. L'arbre est arrimé avec des chaînes tendues, comme sur un char, car le moindre déplacement, et ce sont des millions de dégâts. Il avance lentement, avec des gyrophares, parfois la nuit, pour ne pas bloquer les routes. Sur place, le levage, centimètre par centimètre, car le châssis attend déjà. Le montage, c'est de la précision. Tout doit coïncider au micron près, car une telle masse ne donne pas de seconde chance. Et voilà, l'arbre est en place. Mais dès que la turbine sera lancée, il commencera à faire tourner le monde. Un milliard, 300 millions de mètres de câbles Internet sous-marins reposent déjà au fond de nos océans. Et chaque année, ce réseau s'étend. Tout ça pour que nous puissions envoyer un message, regarder une vidéo ou passer un appel à travers les continents. Plus de 95% de tout le trafic Internet intercontinental transite par eux chaque jour. Plongés dans les abysses, ils franchissent des dorsales volcaniques, affrontent les requins, les navires et même la géopolitique. Comment crée-t-on ces infrastructures titanesques? Qui conçoit leur tracé? Comment les déploie-t-on au fond des mers, à des profondeurs de plus de 8000 mètres? Et que se passe-t-il lorsqu'un câble est endommagé? Pour que l'Internet traverse les océans, il faut un câble capable de résister à la pression, à l'eau salée, à la faune marine et à des décennies de service sans réparation. Tout commence par l'âme centrale, un conducteur en cuivre ou en aluminium, par lequel passera le signal principal. De grands lingots de métal purifiés sont fondus et passés dans des tréfileuses, des machines qui étirent le matériau à plusieurs reprises, à travers des filières de plus en plus étroites, réduisant son diamètre à quelques millimètres. À ce stade, on obtient une section parfaitement circulaire, exempte de la moindre micro-fissure ou poche d'air. Après le tréfilage, le fil subit un traitement thermique. On le chauffe à une température précise pour éliminer les tensions internes et le rendre plus flexible. Ensuite, il est nettoyé de ses oxydes, souvent par un procédé chimique ou à l'aide de rouleaux abrasifs. À la sortie, on a une âme brillante, lisse, presque parfaite. Elle est contrôlée automatiquement. Diamètre, résistance, flexibilité et pureté de la surface. Cette âme doit pouvoir supporter des kilomètres de courbure et fonctionner sans défaillance, même à des profondeurs de plusieurs milliers de mètres. Selon le type de câble, l'âme est soit un conducteur unique et massif, soit un tauron de plusieurs fils plus fins, ce qui augmente sa flexibilité et sa résistance à la rupture. Une fois le conducteur en cuivre ou en aluminium prêt, il est immédiatement envoyé sur une ligne d'extrusion, une longue machine aux allures de tunnel. À l'intérieur, du polyéthylène chauffé à 250 degrés fond jusqu'à devenir une crème épaisse et visqueuse. Le conducteur avance sur le convoyeur et entre dans la tête de l'extrudeuse, où le polymère fondu enrobe le métal avec précision et uniformité, comme une seconde peau. Ici, chaque milliseconde compte. Trop lentement, et des coulures se forment. Trop vite, et le polyéthylène n'a pas le temps d'adhérer. Immédiatement après, le câble plonge dans un bain d'eau de refroidissement, où la couche de polyéthylène durcit rapidement, épousant étroitement le conducteur. Toute la surface doit être lisse, sans la moindre bulle ni fissure. C'est la première ligne de défense contre l'humidité.
Après refroidissement, c'est l'heure du contrôle. Des lasers mesurent l'épaisseur de l'isolant et des caméras inspectent la surface. Si quelque chose cloche, le câble est coupé et recyclé. L'étape suivante est l'application d'un gel hydrophobe qui joue le rôle d'un bouclier invisible. Ce composé dense et visqueux remplit toutes les cavités à l'intérieur du câble, enveloppe la fibre optique et crée une barrière interne contre l'humidité. Dans une chambre spéciale, le câble passe à travers un système de buses ou de têtes rotatives qui injectent uniformément le gel sur la partie centrale et dans l'espace entre les fibres. Le gel ressemble à une graisse transparente. Il ne sèche pas, ne gèle pas et ne se dissout pas dans l'eau, même à 8000 mètres de profondeur sous la pression de centaines d'atmosphères. Sa principale propriété est de repousser l'eau. Si jamais la gaine du câble venait à être endommagée, le gel se répandrait instantanément et empêcherait l'humidité de pénétrer à l'intérieur, l'empêchant d'atteindre les fibres sensibles. À ce stade, il est aussi crucial que la quantité de gel ne soit ni excessive, ce qui compliquerait la pose des couches suivantes, ni insuffisante, ce qui diminuerait l'efficacité de la protection. Des ordinateurs régulent le dosage avec précision et des opérateurs vérifient visuellement le remplissage et l'homogénéité. Après l'application, un bref refroidissement et une stabilisation. Le câble est maintenant prêt à accueillir son cœur optique, les fibres qui transmettront la lumière d'un continent à l'autre. Ces fibres, généralement entre 4 et 12, sont d'abord groupées en modules. Chaque module est une capsule flexible contenant plusieurs fibres, offrant une protection supplémentaire. Les modules sont très soigneusement disposés en hélice autour de l'âme centrale. Cette configuration permet aux fibres de fléchir sans subir de tension, surtout lors de l'enroulement et de la pose du câble en mer. Pour que les fibres restent en place, elles sont calées dans le lit de gel qui a été appliqué précédemment. Il n'y a aucune colle, juste un contact étroit et une structure flexible. Il est essentiel qu'aucune fibre ne se croise, ne se brise ou ne se déplace. C'est un travail d'orfèvre, bien que réalisé sur une chaîne de montage. Ensuite, on vérifie la continuité de chaque fibre. On y envoie une impulsion laser. La moindre microfissure ou courbure provoquerait une défaillance et la fibre ne passerait pas le contrôle. Si tout est bon, la structure passe à l'étape suivante, l'isolation et le blindage supplémentaire. D'abord, une couche de polymère supplémentaire est appliquée sur la structure des fibres optiques, souvent du polyéthylène haute densité ou un autre matériau flexible et imperméable. Elle protège contre les dommages mécaniques, le frottement et l'humidité. Cela se passe à nouveau dans une extrudeuse, similaire à celle où la première couche d'isolant a été appliquée. Le câble traverse le polymère fondu et plonge immédiatement dans un bain de refroidissement. Après refroidissement, le câble entre dans la section de blindage par fils d'acier. Des machines déposent uniformément des fils ou des rubans d'acier en hélice autour de lames déjà isolées. Dans les zones peu profondes, ce blindage est plus épais pour protéger contre les ancres, les filets de pêche et les morsures de requins. En grande profondeur, le blindage est plus fin, voire absent. Après le blindage, une autre gaine extérieure en polymère peut être ajoutée pour sceller l'ensemble de la structure. Les opérateurs inspectent attentivement la surface du câble. L'épaisseur est-elle uniforme? Y a-t-il des éraflures, des bavures, des fissures ou des défauts dans le blindage? Ensuite viennent les tests automatisés. Des lasers scannent l'épaisseur, des caméras enregistrent chaque millimètre. On envoie à nouveau des impulsions lumineuses à travers les fibres. Le signal doit passer sans retard, ni perte. Si un défaut est détecté à ce stade, on le découpe
et les deux extrémités sont raccordées selon une technologie spéciale, créant une jonction parfaitement étanche. Après vérification, le câble arrive à la section de marquage. Ici, sur la gaine extérieure, on imprime les informations sur le lot, la date de production, le type de câble et sa destination. Souvent, tous les quelques mètres, pour qu'il soit facile d'identifier le câble même lors de sa pose au fond de la mer. Et enfin, l'enroulement sur les tourets. Ce sont de gigantesques bobines, pouvant atteindre 4 ou 5 mètres de diamètre, capables de contenir jusqu'à 2500 mètres de câble. Chaque spire doit être parfaitement aligné, sans torsion et avec une tension uniforme. Des systèmes automatiques régulent la vitesse et la force de tension, tandis que les opérateurs supervisent chaque étape. Si le câble est destiné à être posé en mer, les tourets sont immédiatement envoyés sur des navires câbliers, où ils sont installés sur le pont. Sinon, ils sont stockés dans des entrepôts spéciaux, avec contrôle de l'humidité, car même une corrosion mineure pourrait être fatale. Imagine ça, chaque année, on produit dans le monde plus de 20 millions de tonnes de fils de cuivre. C'est plus que le poids de 300 pyramides de Khéops. Mais d'où vient tout ce cuivre? Comment, à partir d'énormes cathodes lourdes, on obtient ce fil fin, souple, qui conduit l'électricité jusque chez toi? Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de ce processus fascinant. Des mines où l'on extrait le minerai, jusqu'aux fours enflammés, où le cuivre fond pour devenir ce métal brillant. Prépare-toi à une aventure où les températures dépassent le millier de degrés et où une seule barre de cuivre peut peser plus qu'un ours. Prenons une référence. 500 kg, c'est déjà un très gros ours. Et pourtant, les barres de cuivre peuvent peser entre 536 et 3376 kg. Impressionnant, n'est-ce pas? C'est parce que le cuivre est un métal très dense. Tout commence par l'extraction du minerai de cuivre dans les mines ou les carrières. Le minerai est concassé, enrichi et envoyé à une fonderie. Là, on obtient ce qu'on appelle le cuivre brut, qui contient encore des impuretés. Pour obtenir du cuivre pur, on le refond et on le purifie par électrolyse. Le cuivre est dissous dans de l'acide, puis précipité sur des plaques métalliques spéciales, les cathodes. Ces cathodes de cuivre ont une forme rectangulaire, plusieurs centimètres d'épaisseur et pèsent en eau des centaines de kilogrammes. On les empile, on les attache avec des bandes métalliques ou on les emballe sur des palettes en bois. Ensuite, elles sont chargées dans des camions, des wagons de train ou des conteneurs pour le transport maritime. Tout dépend de la distance et de l'emplacement de l'usine. Les grandes fonderies de cuivre sont souvent loin des usines de production de fils, donc le transport peut prendre des jours, voire des semaines. Une fois arrivés à l'usine, les cathodes sont déchargées avec des grues ou des chariots élévateurs, déballées et envoyées pour une nouvelle transformation, fusion et étirage en fil. Ces cathodes, c'est pratiquement du cuivre pur, à 99 entiers et 99 centièmes %. C'est ça qui garantit la qualité du fil à venir. Ces plaques, lourdes et imposantes, sont le point de départ de tout fil de cuivre que tu vois dans les installations électriques, les appareils électroniques ou même les centrales électriques. Sur l'usine de fil, les cathodes sont délicatement déposées dans un immense four de fusion. C'est un véritable monstre, avec des parois épaisses, capables de supporter des températures extrêmes. Dès que les portes du four se ferment, commence la phase la plus brûlante, la fusion du cuivre.
À l'intérieur du four, la température grimpe à plus de 1000 degrés Celsius, 10 fois plus qu'un four domestique, qui atteint au maximum 250 degrés. Là, les cathodes chauffent progressivement et le cuivre solide commence à fondre, changeant de forme. D'imposantes plaques lourdes, il devient un liquide brillant, incandescent, comme de la lave en fusion ou du verre doré. Des flots de cuivre liquide circulent dans le four, passant du rouge vif à l'orange puis au blanc. Un véritable spectacle. À ce stade, il est crucial qu'aucune impureté ne pénètre dans le cuivre. Alors, le processus de fusion est strictement surveillé. Les ingénieurs contrôlent en permanence la température, la pression et la pureté de l'atmosphère dans le four. Si nécessaire, on ajoute des substances spéciales, des flux, pour éliminer les dernières impuretés et les scories. Une fois que le cuivre liquide est parfaitement pur, il est prêt pour l'étape suivante, la coulée. De cette lave de cuivre en fusion, naîtront bientôt les barres de cuivre qui deviendront du fil. Le métal fondu est versé dans des moules pour former des barres épaisses. Chaque barre peut peser plusieurs centaines de kilogrammes et avoir l'épaisseur d'un poignet humain. Et là, la magie opère. Des machines étirent ces barres à travers des trous de différents diamètres, réduisant progressivement leur épaisseur. Imagine ça, une barre épaisse se transforme en un fil fin, de moins d'1 millimètre de diamètre. Pour obtenir un fil standard, le cuivre passe parfois par 20 ou 30 ouvertures différentes. Après cette transformation, le fil doit être refroidi rapidement. Dès que le fil brûlant sort de la machine de tréfilage, il est immédiatement aspergé d'eau froide. Cette opération permet au cuivre de se solidifier rapidement et d'acquérir la résistance et la souplesse souhaitées. L'eau grésille, la vapeur s'élève et le fil devient instantanément froid au toucher. Ensuite, il est enroulé automatiquement sur d'immenses bobines, des tambours de plusieurs mètres de diamètre. Ces bobines ressemblent à d'énormes pelotes de fil, mais en cuivre pur. Une seule bobine peut contenir des kilomètres de fil. Pour te donner une idée, si on déroulait ce fil, on pourrait faire le tour d'un terrain de football plus de 60 fois. Les bobines sont alors prêtes à être expédiées vers les usines qui fabriqueront des câbles, des composants électroniques ou même des instruments de musique. Chaque année, plus de 20 millions de tonnes de fils de cuivre sont produites dans le monde. À partir d'un seul kilogramme de cuivre, on peut fabriquer 40 mètres de fil standard. Et le cuivre est tellement polyvalent qu'on en fait même des cordes pour les instruments de musique. Mais avant d'être utilisé, ce fil doit être isolé pour conduire l'électricité en toute sécurité. Pour cela, on le recouvre d'une gaine de plastique grâce à des machines modernes appelées extrudeuses. Le fil passe dans un tube où des granulés de plastique sont chauffés jusqu'à devenir une pâte visqueuse. Cette matière fondue est ensuite appliquée autour du fil, formant une gaine protectrice. Le résultat ? Un fil parfaitement isolé, avec une gaine lisse et uniforme. La couleur de cette gaine peut varier. Noir, blanc, jaune, bleu, vert.
Tout dépend de l'usage prévu et des normes de sécurité. Le fil isolé passe ensuite par une cuve d'eau froide pour durcir rapidement. Des capteurs vérifient en continu l'épaisseur de l'isolant, détectant la moindre fissure ou imperfection. Les bobines de fil isolé sont alors marquées avec les informations essentielles: fabricant, tension, caractéristiques techniques. Elles sont enfin prêtes pour être expédiées aux entrepôts, aux magasins ou directement aux clients. Et voilà comment le cuivre, extrait des profondeurs de la Terre, devient ce fil brillant et flexible qui alimente tes appareils et tes installations électriques. Chaque année, dans le monde, on produit plus de 60 millions de tonnes d'aluminium. C'est le métal sans lequel on n'aurait ni avion, ni smartphone, ni même de fusée spatiale. Mais est-ce que tu savais que pour obtenir une seule tonne d'aluminium, il faut dépenser plus d'électricité que ce que consomme une maison en une année entière? Des fours incandescents aux bains électriques remplis de métal liquide. La production d'aluminium, franchement, ça ressemble plus à de la science-fiction qu'à de l'industrie classique. Prêt à plonger dans ce monde d'énergie, de puissance et de précision? Alors, allons-y. La production d'aluminium, ça commence par l'extraction de la bauxite, qui est le minerai d'aluminium le plus courant dans la nature. La bauxite, en général, c'est un mélange d'hydroxyde d'aluminium, avec des oxydes de fer, de la silice et d'autres impuretés. Pour en extraire l'aluminium, il faut d'abord transformer la bauxite en alumine. Et pour ça, on utilise le procédé Bayer. Le procédé Bayer, ça démarre en broyant la bauxite très finement. Ensuite, ce minerai broyé est mélangé à une solution chaude d'hydroxyde de sodium. On appelle ça la soude caustique, à une température d'environ 200 degrés. Dans ces conditions, les oxydes d'aluminium de la bauxite se dissolvent, formant de l'aluminate de sodium, tandis que les impuretés qu'on ne veut pas, elles, restent sous forme de résidus solides insolubles. C'est la fameuse boue rouge. Après ça, on refroidit la solution obtenue, et l'hydroxyde d'aluminium commence à cristalliser. Ces cristaux, on les filtre et on les lave bien. Ensuite, on les chauffe à très haute température, autour de 1000 degrés, dans des fours spéciaux pour éliminer toute l'eau. Ce qui reste à la fin, c'est de l'alumine pure, une poudre blanche qui est la matière première essentielle pour l'étape suivante, l'électrolyse, qui va nous donner l'aluminium métal. L'électrolyse, c'est le processus clé dans la production d'aluminium, celui qui transforme l'alumine en aluminium métallique. Ça se passe dans des cuves d'électrolyse spéciales, remplies de cryolite fondu. La cryolite, elle sert de solvant pour l'alumine. Elle permet surtout d'abaisser la température de fusion de l'alumine de plus de 2000 degrés à environ 950 degrés, ce qui rend le processus beaucoup moins gourmand en énergie. C'est déjà ça. On ajoute donc l'alumine à la cryolite fondue dans la cuve, où elle se dissout. Puis, on fait passer un courant électrique super puissant à travers ce bain fondu. L'électrolyse va alors casser les molécules en leurs composants, l'aluminium et l'oxygène. Les atomes d'aluminium, qui sont chargés positivement, sont attirés par la cathode. C'est l'électrode négative, située au fond de la cuve. Là, ils se déposent sous forme de métal liquide pur. Pendant ce temps, les atomes d'oxygène sont attirés par l'anode, l'électrode positive faite en carbone. Sur l'anode, l'oxygène réagit avec le carbone, formant du dioxyde de carbone, CO2, qui s'échappe dans l'atmosphère. Cette étape, elle consomme une quantité phénoménale d'électricité. Pour produire une seule tonne d'aluminium, il faut en général environ 15 MWh.
C'est pour ça que l'électrolyse est l'un des processus industriels les plus énergivores au monde. L'aluminium liquide, obtenu à la cathode, est ensuite collecté et transporté pour être coulé ou traité. C'est grâce à ce processus qu'on obtient ce métal de haute qualité utilisé dans l'automobile, l'aviation, la construction et plein d'autres domaines. L'aluminium qui sort de l'électrolyse contient encore quelques impuretés, comme du fer, du silicium et d'autres éléments qui pourraient affecter ses propriétés et limiter son utilisation. Pour éviter ça, l'aluminium passe par plusieurs étapes de purification. Première étape, éliminer les grosses inclusions mécaniquement. On fait passer l'aluminium fondu à travers des filtres spéciaux qui retiennent les particules solides. Ensuite, on le purifie dans des fours de traitement en ajoutant des réactifs chimiques spécifiques qui vont attraper les impuretés restantes. Ces réactifs réagissent avec les impuretés pour former un laitier léger, une sorte d'écume qui flotte à la surface du métal fondu et qu'on enlève ensuite. Deuxième étape, le dégazage. Dans l'aluminium fondu, il peut rester des gaz dissous, comme de l'hydrogène, qui créent des bulles, des porosités, et nuisent à la structure du métal. Pour virer ces gaz, on fait barboter des gaz inertes, comme l'argon, à travers le métal liquide, ou alors on met le bain sous vide. Ce processus assure une structure bien homogène et augmente la résistance du matériau. Dernière étape de purification, le traitement électromagnétique. L'aluminium fondu est soumis à un champ magnétique qui aide à répartir uniformément les particules et améliore encore la qualité du métal. L'aluminium qu'on obtient à la fin est d'une grande pureté, généralement supérieure à 99%, ce qui le rend apte aux applications les plus exigeantes, comme l'aéronautique ou la fabrication de composants électroniques. Avant la fusion proprement dite, l'aluminium, qu'il soit neuf ou recyclé, est nettoyé de ses impuretés et saletés pour garantir la meilleure qualité possible du produit final. Le métal est chargé dans un four où il est chauffé progressivement jusqu'à devenir liquide. C'est important que le chauffage soit uniforme pour assurer l'homogénéité du métal et éviter la formation de films d'oxyde à la surface. La température de fusion de ce métal, c'est 660 degrés Celsius. Pour ça, on utilise généralement des fours à induction ou à gaz. Ça dépend des besoins et de la taille de l'usine. Pendant la fusion, on fait super gaffe à la sécurité. L'aluminium réagit facilement avec l'oxygène de l'air, formant une couche d'oxyde qui peut altérer ses propriétés. Donc, pour protéger le métal fondu de l'air ambiant, on utilise souvent des gaz inertes, comme l'argon, qui créent une atmosphère protectrice dans la chambre de fusion. Ça permet de minimiser les pertes de métal et d'améliorer sa qualité. Malin! Une fois que l'aluminium est complètement liquide, on le maintient à cette température jusqu'au moment de l'utiliser pour le coulage ou d'autres étapes de transformation. Le métal fondu est ensuite versé dans des moules pour créer des lingots qui serviront pour des opérations ultérieures, comme l'extrusion, le laminage ou la fabrication de pièces moulées. Le formage, ou moulage, c'est l'étape où l'aluminium fondu prend sa forme définitive en étant versé dans des moules spécialement préparés. Le type de moule dépend de la pièce qu'on veut fabriquer. Ça peut être un moule en sable, un moule métallique, appelé coquille, ou un moule en graphite. Chacun a ses avantages et ses spécificités. Les moules en sable sont les plus utilisés pour fabriquer des pièces grandes et complexes, ou pour des petites séries. On mélange du sable avec des liants pour créer un moule capable de résister aux températures élevées du métal fondu. Les pièces coulées comme ça ont une surface assez rugueuse qui demande souvent une finition supplémentaire. Les moules métalliques, ou coquilles, sont faits en métal, comme l'acier ou la fonte, et servent à produire un grand nombre de pièces identiques.
Ils garantissent une grande précision et une surface lisse au produit fini. C'est idéal pour les pièces utilisées dans l'automobile ou l'aéronautique par exemple. Les moules en graphite, eux, sont utilisés pour fabriquer des pièces qui exigent une précision extrême ou une géométrie très complexe, comme dans l'électronique ou pour des composants spéciaux. Le graphite conduit mal la chaleur, ce qui permet de contrôler très finement la vitesse de refroidissement du métal. Imagine un peu, une plaque d'acier géante, grande comme une pièce, qui se transforme en une pièce parfaite. Pliée, super précise, on dirait qu'elle sort tout droit des mains d'un robot. Et tout ça, c'est grâce à une machine qui, en gros, plie le métal pour lui donner la forme qu'il faut. Les presses plieuses, c'est pas juste des outils, c'est carrément de la magie d'ingénieur, tu vois. C'est là que naissent les structures pour les bâtiments, les carrosseries de voitures, et même des pièces pour tes jeux vidéo préférés. Comment ça marche au juste? Quelle forme on peut créer à partir d'une seule plaque de métal? Et pourquoi le pliage, c'est tout un art, et pas juste une étape? Allez, on va décortiquer tout ça. Une presse plieuse, c'est un peu comme un énorme jeu de construction, mais pour le métal. Imagine une tôle toute plate qu'il faut plier pour obtenir une forme bien précise. La machine prend cette tôle et, hop, elle la plie avec des outils spéciaux pour avoir l'angle ou la forme voulue. D'abord, il faut vérifier si la tôle est bonne pour faire la pièce qu'on veut. Ça veut dire contrôler les dimensions et s'assurer qu'il n'y a pas de défauts, genre des fissures ou des cassures. Ensuite, on nettoie la tôle pour enlever la saleté et la rouille, avec une brosse métallique ou du papier de verre. C'est super important pour que le traçage soit net et pour la suite des opérations. Après ça, on trace sur la tôle avec des outils spécifiques, comme des règles, des équerres et des pointes à tracer. Ce traçage, ça comprend les lignes d'axe, les contours et aussi les points où il y aura des trous dans la future pièce. Pour que ce traçage tienne bien et ne s'efface pas pendant le travail, on recouvre la surface du métal avec une peinture spéciale. On peut utiliser de la craie sèche, ou alors un mélange de craie et de colle, ou même une solution de sulfate de cuivre. Une fois le traçage fait, on vérifie que tout colle bien avec le plan de la pièce. Dans les grosses usines, on utilise souvent des systèmes automatiques pour soulever et placer les tôles sur la machine. Ça peut être des convoyeurs ou des bras robotisés qui positionnent la tôle pile poil sur la partie basse de la presse, qu'on appelle la matrice. Dans les plus petits ateliers, ou pour des petites séries, ce sont les opérateurs qui placent les tôles à la main. Les gars, enfin les opérateurs, avec leurs équipements de protection, gants et tout, ils soulèvent les tôles avec des outils spéciaux ou des palans et les posent sur la machine. Les tôles, ça peut varier en taille, hein? Des petites, qu'on peut soulever à la main tranquille, jusqu'à des plaques énormes qui demandent du gros matos pour les lever. Dans l'industrie lourde, on voit parfois des tôles qui font jusqu'à 10 mètres de long et 3 mètres de large. Ensuite, on choisit les bons outils, le poinçon pour la partie haute et la matrice pour la partie basse. C'est eux qui vont décider comment le métal va se plier, exactement. Pendant le pliage de la tôle, la presse appuie avec le poinçon sur la tôle et celle-ci se plie dans la matrice, créant la forme qu'on veut. Ce procédé permet de faire plein de formes et d'angles différents. Ça dépend juste du type de poinçon et de matrice qu'on utilise.
La méthode la plus courante, c'est le pliage en V, utilisé pour créer des angles de toutes sortes. On retrouve cette forme partout, dans les éléments de construction, les carters de machines et d'équipements, les châssis et ainsi de suite. Le pliage en U, lui, sert à faire, eh bien, des profilés en U, en acier ou d'autres métaux. C'est parfait pour fabriquer des profilés métalliques et des goulottes. Il y a aussi le pliage dit en arrondi ou rayonné, pour faire des pièces cylindriques ou coniques. On s'en sert pour produire des tubes, des cylindres et d'autres structures en volume. Pour des formes encore plus complexes, on peut faire du pliage multiple, par exemple pour obtenir un profilé en forme de caisson ou de chapeau. Le pliage de tôle permet donc de créer plein de formes. Mais faire une spirale, là, c'est une autre paire de manches. En général, les formes en spirale sont fabriquées avec des méthodes et des machines spéciales, comme les cintreuses à rouleaux ou rouleuses. Ces machines servent à fabriquer des surfaces cylindriques, coniques ou d'autres formes en volume. Elles créent des spirales en faisant passer le métal entre des rouleaux qui le façonnent petit à petit. On les utilise beaucoup pour fabriquer des tubes, des cylindres et d'autres structures métalliques qui ont besoin de cette forme en spirale. Quand on regarde une rouleuse travailler, on voit la tôle passer entre les rouleaux et prendre progressivement sa forme en spirale. La forme spirale, on la retrouve dans plein de secteurs industriels et même dans notre quotidien. Elle offre une grande résistance mécanique, une excellente conductivité. Elle tient bien la route face à la corrosion et à la fatigue du métal. Pensez aux ressorts, aux connecteurs, aux échangeurs de chaleur, à l'électrotechnique, l'électronique, l'industrie pétrolière et gazière, la chimie, les instruments médicaux. Partout là-dedans, on trouve des pièces en forme de spirale. Par exemple, pour les tubes spiralés en cuivre au beryllium, on utilise cette forme dans 50% des cas, grâce à leur superconductivité et leur résistance. Les câbles spiralés, on les trouve dans plus de 70% des systèmes d'automatisation industrielle, parce qu'ils sont flexibles et super résistants à l'usure mécanique. C'est logique. Et les ressorts spiralés, on les voit dans plus de 30% des actionneurs mécaniques, parce qu'ils permettent d'ajuster la force du ressort comme on veut. Dans le pétrole et le gaz, les tubes spiralés ont plusieurs avantages. Ils s'adaptent facilement aux changements de niveau et de direction quand on transporte le pétrole ou le gaz. C'est crucial, surtout quand on construit des pipelines dans des zones géologiques compliquées, tu vois. En plus, ces tubes ont une soudure en spirale qui simplifie leur installation. Du coup, ça prend moins de temps à monter que les tubes classiques avec une soudure droite. On utilise aussi ces tubes spiralés pour nettoyer les puits après une fracturation hydraulique. On injecte de l'azote par ces tubes. Pour virer le propan, c'est le sable spécial. Des fissures. Ça permet d'espacer les maintenances et de remettre le puits en service plus vite. Pas mal, non ?
Ces formes métalliques, on peut les faire en différents matériaux, acier, alu, cuivre. Le choix du matériau, ça dépend de ce qu'on attend de la pièce finale et si on peut la réutiliser ou la recycler. C'est vrai que les méthodes de fabrication traditionnelles, ça peut consommer pas mal d'énergie et de ressources. Et ça, forcément, c'est pas top pour l'environnement. Mais bon, les technologies modernes, comme l'utilisation d'énergie renouvelable et l'optimisation des process, ça aide vachement à réduire cet impact. Le métal, l'avantage, c'est que ça se recycle et se réutilise super bien. Ça diminue la quantité de déchets et le besoin d'aller chercher de nouvelles matières premières. C'est particulièrement vrai pour l'acier et l'aluminium. Et pour protéger les pièces métalliques de la rouille, on utilise souvent des peintures en poudre. Elles sont plus écolos que les peintures liquides classiques, parce qu'elles n'ont pas de solvants organiques ni de cochonneries dedans. Passer à l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique, ça peut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 70, voire 90%. Par rapport aux énergies fossiles, c'est énorme. Améliorer les process et automatiser, ça peut faire baisser la conso d'énergie de 20 à 30% et réduire les déchets de 25%. Et réutiliser les pièces métalliques, ça diminue les déchets de 50 à carrément 70%.